Cette conférence, elle a été organisée par la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire. Donc, je tiens à remercier Alison, ici présente. Elle a été proposée au printemps dernier, puis reportée à l'automne. À chaque fois, on est tombé dans les mauvaises périodes. Donc on a décidé de vous la proposer quand même en visioconférence ce soir. Donc, c'est un petit peu moins sympa qu'en présentiel. Ça favorise un petit peu moins les échanges. Voilà, mais bon, on s'adapte. Je vais peut-être te laisser la parole tout de suite, Alison. Voilà, si Oui, tu as un petit mot à te dire, et puis pour présenter la Maison de la Loire. Sachant que cette conférence, elle se tiendra sur une petite heure environ, et puis après, on aura un moment d'échange. merci Charline. Donc Alison de la Maison de la Loire, animatrice depuis 1 an et demi maintenant. Je suis ravie que cette conférence puisse enfin avoir lieu, puisque ça fait 1 an avec Charline qu'on la repousse et qu'à chaque fois on tombe dans les mauvaises dates. À défaut de pouvoir la faire en présentiel, on l'a fait en visioconférence. On aurait aimé pouvoir vous accueillir ici, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace, mais bon, voilà, ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce que la Maison de la Loire? Très rapidement, vraiment très succinctement, c'est une association d'éducation à l'environnement. Donc, on est basé à Montlouis sur les quais Albert Bayet, pour ceux qui ne connaissent pas. On fait partie d'une fédération, donc on est 6 structures réunies autour des mêmes valeurs et des mêmes actions. On est principalement en région Centre-Val de Loire, donc il y a une Maison de la Loire dans le Loiret, une dans le Cher, deux dans le Loir-et-Cher, une en Anjou, et puis nous, en Indre-et-Loire. Voilà, donc nos principales missions, elles sont inscrites sur le diaporama: informer, sensibiliser, éduquer à la protection de l'environnement, mais surtout au patrimoine culturel de la Loire et à son patrimoine naturel. Donc, on intervient principalement dans les écoles, surtout en ce moment autour de la thématique du risque inondation. On peut intervenir aussi souvent auprès du grand public, même si en ce moment c'est très compliqué, auprès des élus également. Et puis de temps en temps, on fait des conférences comme ce soir avec tous les acteurs du territoire. Ça peut être le conservatoire comme ce soir, ça peut être plein d'autres acteurs de protection et de sensibilisation à l'environnement. Voilà, c'est très diversifié. Voilà, que dire de plus? Je vais laisser la parole à Charline, parce que le sujet de ce soir, c'est les plantes invasives et pas la Maison de la Loire. Donc, je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, comme l'a dit Charline, ou même à les inscrire dans la discussion. Je serai là pour les lire si besoin. Voilà. Merci beaucoup, Alison. Donc, bon, j'espère que je ne vais pas faire de boulettes parce que je ne suis pas très forte en informatique. Je vais commencer par vous présenter ma structure. Je travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, donc, qui est une association loi 1901, qui est née il y a 31 ans maintenant. On a fêté nos 30 ans l'année dernière, dans des conditions un peu particulières. On est engagé pour la préservation de notre environnement et notre mission, c'est de préserver les milieux naturels les plus remarquables, que ce soit pour leur faune, donc les animaux, leur flore, les végétaux, ou alors pour leur qualité paysagère ou encore géologique. On a 4 axes de travail pour mener à bien cette mission. Connaître, donc mieux connaître les habitats naturels qui peuvent être les pelouses calcicoles, les landes, les forêts alluviales, etc. Donc connaître, ça passe par la connaissance des espèces végétales, mais aussi des espèces animales et puis des milieux. Le deuxième axe de travail, c'est la protection. Alors, ça passe au conservatoire par la maîtrise des terrains, donc que ce soit par la maîtrise foncière, c'est-à-dire l'achat d'espèces naturelles qu'on va gérer ensuite, ou par la maîtrise d'usage, c'est-à-dire la gestion pour le compte de propriétaires publics ou voire même privés. Le troisième axe, donc j'en parlais justement, c'est la gestion. La gestion des espaces naturels, elle va passer soit par la restauration, c'est-à-dire, ça va être par exemple défricher une ancienne pelouse calcicole, créer ou recréer une mare, donc par la restauration, mais également par l'entretien de ces milieux naturels, tailler des arbres têtards, restaurer, enfin, faucher une prairie, voilà.
Le quatrième axe, ensuite, c'est l'axe de valorisation de notre patrimoine naturel et ça va passer par des actions de sensibilisation comme cette conférence ou des outils de communication. Voilà. Par ailleurs, le conservatoire, il intervient aussi, il accompagne également des politiques publiques ou anime des réseaux d'acteurs. Ça va être mon cas dans le cadre du groupe de travail plantes invasives où je vais animer un réseau d'acteurs régional sur la thématique des invasions biologiques. Donc, en Centre Val-de-Loire, le conservatoire gère 159 sites pour 4200 hectares qui vont être protégés. Donc, vous pouvez retrouver plein d'informations sur le site du conservatoire. Je vous invite à aller y faire un tour. Et puis, notre programme d'animation aussi. On est aussi inscrit dans le cadre d'une fédération qui a 22 conservatoires et qui va protéger 180 000 hectares, ce qui correspond à 3700 sites. Alors, j'interviens particulièrement aujourd'hui pour le groupe de travail plantes invasives, qui est un groupe de travail régional qui va intervenir sur 3 axes. La connaissance, donc ça va être inventorier les plantes invasives sur le territoire régional, réaliser des cartographies, mieux connaître leur biologie, leur écologie. La gestion également, donc tenter de savoir comment gérer ces espèces au mieux, connaître quelles techniques fonctionnent avec quelles espèces, conseiller les gestionnaires de milieux naturels, que ce soit les techniciens de rivière, les collectivités, etc. Et puis, essayer aussi de capitaliser les retours d'expérience de tous ces acteurs pour les partager et puis gérer au mieux ces espèces. Et puis ensuite, on a un axe communication pour diffuser les connaissances par tous les moyens. On intervient en appui à divers acteurs, sachant qu'on intervient principalement auprès des gestionnaires de milieux naturels, des collectivités, mais également d'acteurs économiques, et puis parfois aussi, mais plus rarement, parce qu'on n'a pas trop de temps, auprès des particuliers. Mais si vous me sollicitez par mail, voilà, je peux répondre à vos questions. Alors, ce groupe de travail, il est animé par 2 structures, donc le conservatoire. Moi, je vais être en charge du pilotage, de la communication et de la gestion, mais également par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, le CBNBP, qui est un service du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, c'est Florian Desmoulins, mon collègue qui est botaniste, donc c'est un spécialiste des plantes, et qui va être en charge, lui, du volet connaissances. Donc, on anime tous les deux ce groupe de travail. Et on est en lien étroit avec des coordinateurs départementaux qui sont constitués dans chaque département par les fédérations de pêche départementales. Et puis en 37, une petite particularité, il y a aussi la Fredon Centre Val-de-Loire qui va co-animer avec la fédération de pêche d'Indre-et-Loire. Ces structures, en fait, elles vont nous appuyer sur le terrain en surveillant les territoires et en nous prévenant en cas de nouvelles introductions d'espèces. Elles vont sensibiliser les acteurs locaux, collecter des informations de terrain et puis nous les transmettre. Voilà. Et donc, notre mission principale, c'est de coordonner les actions relatives aux plantes invasives en région via l'animation d'un réseau d'acteurs. Donc, ce groupe, il est financé principalement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Centre-Val de Loire. On a également des fonds européens et puis des financements par l'ADREAL régional. On travaille aussi en lien avec tout un tas de partenaires techniques. Donc, le GTPI en lien avec des réseaux structurés, ça, c'était une petite diapo pour vous dire qu'en fait, il existe beaucoup de ressources en fait sur les sites internet de ces structures et voilà, quand on recherche des informations sur les espèces exotiques envahissantes, hein, que ce soit au niveau faune ou flore, on va trouver beaucoup d'informations sur ces sites-là. Ce sont des réseaux qui fonctionnent très très bien et on est tous en lien en fait et les informations sont partagées.
Donc, je vous invite, je mettrai le diaporama sur le site du conservatoire. Vous pourrez retrouver ces liens. Voilà, je vous invite à les consulter si vous vous posez des questions sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, au niveau régional, on va avoir le groupe de travail plantes invasives qui du coup, va juste parler de la flore, pas de la faune, mais au niveau et bassin et national, on a le groupe de travail bassin de la Loire et le centre de ressources nationales qui, eux, vont travailler à la fois sur les espèces animales et végétales. Et puis, spécifiquement sur la question de l'ambroisie, qui est une espèce de plante qui va faire parler d'elle dans le futur. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a l'Observatoire des ambroisies où vous trouverez toutes les ressources voilà, nécessaires à la compréhension de cette problématique. Alors, qu'est-ce qu'une plante invasive? Donc, c'est une espèce introduite par l'homme, volontairement ou accidentellement, dans un nouveau territoire hors de son aire de distribution naturelle, dont l'implantation, la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences négatives sur les services écologiques et ou économiques et ou sanitaires. C'est clair? Bon, non, c'est pas très clair, mais on va la décortiquer, juste après. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors, juste à noter, avant de décortiquer cette définition, il faut savoir que les invasions biologiques, donc c'est le phénomène qui est représenté par les espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales ou végétales, va constituer l'une des 5 causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Donc pour mémoire, ce qu'on appelle érosion de la biodiversité, c'est la crise écologique qui implique l'extinction d'espèces animales et végétales dans le monde entier et puis qui va impliquer aussi la disparition d'écosystèmes. Donc parmi ces causes majeures d'érosion de la biodiversité, on va retrouver la perte et la fragmentation des habitats, la surexploitation de la biodiversité et des ressources naturelles, la pollution et le changement climatique. Donc, les espèces exotiques envahissantes ont leur place dedans. Leur impact économique en Europe, il a été estimé en 2012 entre 9 et 12 milliards d'euros par an. Donc, ce n'est pas une petite problématique. Donc, pour en revenir à la définition d'une plante invasive, qu'est-ce que c'est? Donc, pour parler de plante invasive, il faut absolument que 4 critères en fait, soient associés à cette espèce. Le premier, c'est que c'est une espèce qui est exotique. Cela signifie que c'est une espèce qui a été introduite par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle. Alors, ça peut être soit une introduction accidentelle ou une introduction intentionnelle ou volontaire. Alors, pour expliquer ce que sont les introductions d'accidentelles, c'est des espèces qui vont arriver sur un territoire parce qu'elles ont été transportées en même temps que des marchandises ou en même temps qu'un transport de terre ou de matériel, ou encore elles ont été introduites par le biais des animaux qui peuvent les transporter sur les pattes des oiseaux, par exemple, ou les poils des mammifères. Un cas pour illustrer cette introduction accidentelle, c'est celui de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc ça, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Nord, de la famille des astéracées. Donc c'est la famille des pâquerettes, des marguerites ou du tournesol. Donc cette plante, on va la voir en bord de Loire. Par exemple, juste directement en bas de la Maison de la Loire, on peut la retrouver. Donc, elle a pu se disperser sur tous les continents par le biais des activités humaines et plus précisément en fait par le transport de semences et de fourrage. On estime son arrivée en France dès les années 1860, où elle a été transportée en fait avec des graines de trèfle violet. Et depuis, elle tend peu à peu à coloniser tout le territoire métropolitain. J'en reparlerai après parce qu'il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place sur cette espèce. Elle pose de gros problèmes sanitaires à cause de son pollen qui est très allergisant chez certaines personnes. Donc en général, quand on a des allergies
à la fin de l'été, en août-septembre, on peut fortement suspecter que c'est l'ambroisie. En dehors de ces impacts sanitaires, elle va aussi être source de nuisances pour les agriculteurs qui peuvent voir leur champ complètement envahi par cette espèce si les terrains sont laissés à nu. Donc, c'est la photo qu'on voit juste ici. Donc, on voit une culture de tournesol qui s'est transformée en culture d'ambroisie. Ça, c'était le cas d'une introduction accidentelle, mais la plupart des introductions de plantes invasives que l'on connaît actuellement sur notre territoire, elles sont arrivées de manière volontaire ou intentionnelle. Alors, pas de manière malveillante, mais par le biais de nos activités. Soit parce que ce sont des végétaux qui présentaient un intérêt pour l'ornementation des parcs, des jardins et même des bassins. Soit elles sont arrivées dans le cadre de restauration écologique pour protéger les sols, notamment les dunes ou les berges de l'érosion. Ça va être le cas des griffes de sorcière, pour ceux qui connaissent cette espèce de plante grasse qu'on trouve pas mal en Bretagne, et puis qui après ont envahi beaucoup de milieux. Ces plantes, elles peuvent arriver aussi par le biais de la lutte biologique. On a tous en tête l'exemple de la coccinelle asiatique. Ça peut être aussi lié aux activités de pêche ou de chasse. Certains poissons, par exemple, ont été introduits par ce biais-là, ou on peut citer le cercica pour prendre le cas d'animaux qui a été introduit via la chasse. La plupart des introductions intentionnelles sont des échappées de jardin. Donc, elles se sont disséminées puis ont proliféré dans les espèces naturelles. Elles peuvent aussi venir, souvent on a des cas d'introduction par la vidange d'aquarium. Ça se dit vidangeage. Typiquement, on possède un aquarium, on n'en veut plus pour n'importe quelle raison, et comme on aime bien le vivant et qu'on ne veut pas mettre ça à la poubelle, et ben, on décide de le transférer en milieu naturel, sauf que ça peut poser de graves dégâts dans ces milieux, justement. Alors, on peut prendre le cas de la renouée du Japon. C'est une grande plante qu'on observe, qui est assez connue en général des gestionnaires, en tout cas de milieu naturel. C'est une grande plante qu'on va observer plutôt généralement sur les berges, mais on peut aussi la retrouver dans d'autres milieux naturels. Donc ça, c'est une plante qui est, donc pour illustrer un petit peu, c'est une plante qui est originaire d'Asie orientale. Et puis, il y a un naturaliste allemand qui, en 1850, a envoyé cette espèce dans un jardin botanique, celui de Kew, pour l'exposer comme plante ornementale et fourragère potentielle. Et puis ensuite, elle a été transférée dans divers jardins botaniques à Édimbourg, aux États-Unis, dans les années 1854. Et cette espèce, donc voilà, c'était pour illustrer l'introduction. Et il faut savoir que c'est une des 100 espèces les plus invasives au monde actuellement. Ensuite, le deuxième critère pour qualifier une plante d'invasive, c'est qu'elle est naturalisée. Donc ça veut dire qu'elle est capable de se débrouiller toute seule pour se reproduire sans qu'il y ait besoin d'une intervention humaine. Donc ça, c'est au contraire de nos plantes potagères, nos plantes cultivées ou nos pétunias de jardin. Par exemple, là, il y a deux illustrations. À gauche, la vigne vierge. C'est une espèce qu'on reconnaît facilement à l'automne parce qu'elle fait des grands feuillages rouges qui recouvrent soit les bâtiments, soit les arbres. C'est une liane en fait, voilà, qui est naturalisée en Centre-Val de Loire. Donc elle se débrouille toute seule pour se reproduire et croître. Elle n'a plus besoin de l'homme. Et à droite, on voit la jacinthe d'eau qui est naturalisée en Corse. Mais vu qu'elle est gélive, en Centre-Val de Loire, pour l'instant, elle meurt l'hiver et on ne la retrouve pas après. Mais cette plante, elle pourrait s'adapter, puis devenir naturalisée en région, voilà, en s'adaptant ou même avec les changements climatiques, ça pourrait se produire. Pour illustrer cette naturalisation, si on reprend le cas de la renouée qui, je vous le rappelle, a été introduite dans les jardins en Angleterre dans les années 1850,
Sa première observation de naturalisation, elle a été mentionnée 30 ans après, donc en milieu naturel, soit en 1880. Et au XXIe siècle, maintenant, elle est présente dans de nombreuses régions tempérées, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Russie, en Australie. Le troisième critère pour qualifier une plante d'invasive, c'est une espèce qui est proliférante, c'est-à-dire qu'elle est capable de se multiplier et de se disperser très rapidement. Ce phénomène, il peut être illustré par la balsamine de l'Himalaya, cette jolie plante rose que j'observe de temps en temps quand même dans les jardins, et qui se retrouve ensuite sur les berges des cours d'eau. Alors en voici une illustration, hein, une invasion caractérisée. C'est une plante qui est assez haute, hein, elle peut être un peu plus haute que nous même. Elle doit faire, oui, 1 mètre 50. Elle est originaire du Pakistan, de l'Inde et du Népal, et elle a été introduite en 1839 en Angleterre comme plante ornementale très populaire. Et la première observation de population en milieu naturel s'est réalisée 16 ans plus tard, en 1855. Alors, cette plante, elle possède des fruits en forme de capsules qui vont exploser en fait à maturité. Dès qu'on les touche, en fait, ça va exploser et qui vont projeter les graines qu'ils contiennent jusqu'à 7 mètres du pied mère d'origine. Donc, sachant que chaque plante balsamine, il contient potentiellement 4000 graines, ça fait pas mal de graines qui se diffusent assez loin du pied mère. Elle a une capacité donc de dispersion qui est élevée, et en plus, vu que c'est une plante de berge et que les graines flottent, la dispersion elle va être facilitée par l'eau. Et en Angleterre, on a calculé le taux de dispersion qui a été estimé à 38 km par an. Ça illustre bien la prolifération. Enfin, le quatrième critère indispensable pour parler de plantes invasives, c'est une espèce qui est impactante. Donc, ces impacts ils peuvent se produire à plusieurs niveaux. Au niveau écologique, d'abord. Alors ça, c'est vraiment un critère obligatoire pour parler de plantes invasives. Elle a forcément un impact écologique. Et après, elle peut avoir d'autres impacts. Si on prend le cas de la Jussie, donc, qui sont ces grands herbiers que l'on voit en bord de Loire avec des fleurs jaunes, on va pouvoir les observer durant l'été. Ces herbiers, en fait, ils vont s'étendre rapidement et ils vont provoquer un impact important tant sur la biodiversité un impact important sur la biodiversité des milieux aquatiques qui vont être envahis. Ils vont entraîner un recul des populations végétales en prenant leur place, hein, et puis les espèces animales qui sont associées à ces herbiers, aux plantes d'origine. Et puis, c'est ces plantes-là qu'on dit indigènes, donc les plantes qui étaient là à l'origine et qui vont se retrouver remplacées par la Jussie, elles vont se retrouver alors incapables de s'adapter aussi rapidement à ces changements. D'autre part, en fait, ces herbiers, ils vont influer également, alors de façon plus ou moins réversible, mais sur l'agencement du fond et des berges des cours d'eau ou des plans d'eau. Et ils vont modifier l'écoulement de l'eau et provoquer ainsi en fait le comblement par sédimentation. Donc ça peut complètement refermer des plans d'eau à terme. Ce comblement accéléré, il risque d'entraîner des risques d'inondation accrus à l'amont des sites modifiés. Donc ça crée d'autres impacts que les impacts écologiques. Et en plus, en modifiant l'hydrologie des rivières, ils en ralentissent l'écoulement. Et ça va réchauffer les eaux et donc modifier complètement l'écosystème. Et ces conditions réunies, elles vont permettre une plus grande prolifération de la Jussie. Donc, c'est un gros cercle vicieux, finalement. Et ces conséquences qu'on va pouvoir qualifier d'hydrauliques, elles peuvent entraîner également, ce que je disais tout à l'heure, des impacts économiques et sociaux pour les populations qui vont, par exemple, être touchées par des inondations. Elles peuvent avoir des impacts économiques également. On en parlait tout à l'heure pour l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui peut provoquer des baisses de rendement en agriculture.
Si on prend un autre exemple, on peut évoquer le cas de l'élante, élante glanduleux, qui est un arbre originaire du sud de la Chine et qui a été introduit en 1750 en Europe. Il est maintenant présent sur tous les continents, sauf en Antarctique. Cet arbre, il a été utilisé dans les parcs ou en alignement. Il va produire en fait des graines ailées qu'on appelle des samars, on en reverra tout à l'heure, qui vont être dispersées par le vent ou par l'eau. En plus, ces graines, elles ont un très fort taux de germination. Il y en a 98% qui vont germer. Et en plus de ça, donc ça, c'est la reproduction sexuelle, la reproduction par graines. Mais en plus de ça, elle va avoir une reproduction végétative très efficace, puisque c'est une plante qui va drageonner. Donc, chaque racine peut redonner un arbre un petit peu plus loin. Ça peut aller jusqu'à 15 mètres du pied mère. Donc, ça va former des bouquets d'arbres comme ça qui vont s'étendre de plus en plus. Et vu que c'est un arbre pionnier, en fait, il a un système racinaire puissant. Et ça va atteindre les constructions, abîmer les chaussées, complètement casser les pistes cyclables, etc. Donc, c'est impact économique. Donc voilà une illustration d'élante, un drageonnement d'élante sur un de nos sites naturels. Voilà, un petit détail d'une des plantules. Et enfin, d'autres formes d'impact peuvent avoir lieu. Ça va être les impacts sanitaires, par exemple, mais après, il y en a d'autres également. Impact sanitaire, on en parlait tout à l'heure pour l'ambroisie par rapport aux allergies qu'elle peut provoquer. Là, j'ai repris l'exemple de la berce du Caucase, qui est une grande herbacée qui a été introduite en France vers les années 1820. En Europe, pardon, vers les années 1820, puis dans plusieurs autres jardins botaniques européens au cours du 19e siècle. Les gens s'échangeaient des graines et puis elle a été largement distribuée en fait comme plante ornementale dans les jardins et les parcs. Et elle est devenue invasive à partir des années 1950-1960, donc plus d'un siècle après. Elle va produire pas mal de graines. Donc, c'est une plante qu'on va trouver plutôt sur les berges. Et alors, le gros enjeu, c'est que si la peau se retrouve en contact de la sève, cette sève, il y a une molécule à l'intérieur qui va être activée par la lumière et qui peut provoquer, vous le voyez sur l'image, des brûlures très, très importantes. Donc, surtout si un jour, déjà pour gérer cette espèce, il faut absolument être habillé en cosmonaute, se protéger le visage, avoir une combinaison, les yeux, etc., pour éviter toute projection de sève sur la peau. Et si un jour vous vous retrouvez avec de la sève de berce sur vous, il ne faut surtout pas essuyer pour ne pas étaler. Il faut tamponner, passer à l'eau pour rincer et surtout couvrir la peau derrière pendant un bon moment, plusieurs jours, voire semaines. Et éventuellement mettre de la crème solaire. En tout cas, il ne faut pas exposer à la lumière. Si on n'expose pas à la lumière, il n'y a pas de brûlure, mais si on expose, ça peut causer de graves brûlures. Donc voilà une photo. Donc c'est des plantes gigantesques qui dépassent largement, parfois dans certains milieux, la taille d'un humain. Donc, une fois qu'on a réuni ces 4 critères, naturalisées, exotiques, proliférantes et impactantes, on peut parler de plantes exotiques envahissantes ou plantes invasives. En fait, ce sont des synonymes. On peut employer les deux termes. Alors, attention, toutes les plantes... Ah, c'est tordu. Toutes les plantes exotiques ne sont pas invasives. Ça va être le cas de l'œillet d'Inde, qui est exotique, mais qui ne va pas avoir de caractère invasif. Et toutes les plantes envahissantes ou qui présentent un caractère envahissant, comme la ronce qu'on voit à droite, ne sont pas invasives, parce qu'il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes là où elles sont originaires, en tout cas. Alors, pourquoi une plante devient invasive? Je vous propose quelques clés. Déjà, vous présentez comment se produisaient les différentes phases de l'invasion. Donc, si on prend le cas de la balsamine de l'Himalaya, donc elle a été introduite dans les années 1900.
Voilà. Donc, pas en milieu naturel, hein, dans des jardins ou des parcs, etc. 30 ans après, on la retrouve en milieu naturel. Elle s'est naturalisée. Elle n'a plus besoin de l'homme pour se reproduire et proliférer. Pour l'instant, on est dans une phase de latence. On n'observe pas d'invasion spécifique. Mais ensuite, voilà, on peut voir la courbe hein, en jaune là. Voilà, c'est là où on observe, une fois qu'elle a passé la barrière de la naturalisation, elle peut passer la barrière de la prolifération. Donc là, elle prolifère en milieu naturel et puis ensuite, on ressent les impacts. Donc, en à peine un siècle, on voit qu'elle est passée de simple introduite à problématique. Je me sens un peu seule, hein. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Sinon, je continue. Quelques explications. Alors, pourquoi une plante, elle va devenir invasive? Alors, on a plusieurs hypothèses, hein. Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être qu'il n'y a pas de prédateurs ou d'espèces compétitrices qui permettent de freiner leur développement là, dans l'endroit où elles ont été introduites. C'est aussi parce qu'elles ont des moyens de dispersion et de colonisation qui sont souvent efficaces et souvent plus efficaces que les espèces en place dans un écosystème. Alors, si on fait un portrait robot de la plante invasive typique, ce sont des plantes qui ont en général une plus grande capacité de dispersion. Donc, par exemple, elles vont produire beaucoup de graines. Ça va être le cas de l'arbre à papillons, qui va produire 3 millions de graines par arbuste. Sachant que ces graines, elles sont très, très légères, donc elles peuvent être transportées assez loin avec le vent. Certaines présentent des adaptations de leurs graines au transport longue distance. Donc, comme le buddleia, ça peut être des graines légères. Ça peut être des graines à aigrettes. Donc, ça, les aigrettes, c'est les petites touffes que vous voyez sur les pissenlits quand vous soufflez les pissenlits. Soit elles vont être disséminées grâce aux animaux. Donc là, on peut prendre le cas de l'herbe de la pampa, qui était une espèce à la mode dans les jardins il y a quelques dizaines d'années, qui va produire 10 millions de graines par pied. Et en plus de ça, l'anémochorie, donc le transport par le vent, va être efficace puisqu'elles peuvent être transportées jusqu'à 25 km du pied-mer. Donc cette plante, elle pose beaucoup de problèmes en Bretagne où les milieux se retrouvent complètement envahis. On peut prendre aussi le cas de l'élante glanduleuse. Je vous parlais tout à l'heure des graines ailées, des samars, donc, qui vont être adaptées justement pour l'anémochorie. Et puis, l'arbre va produire beaucoup de graines. Beaucoup de plantes invasives aussi ont une capacité à produire de nouveaux individus en passant par la reproduction végétative, c'est-à-dire le bouturage ou la reproduction en fait sans graines, sans graines. Ça veut dire qu'un petit bout de plante va pouvoir redonner un nouvel individu et une nouvelle population. Donc ça peut être le bouturage, le drageonnement, ce genre de mécanisme. Si on prend le cas de la renouée du Japon, c'est ce qui nous pose problème. Elle a des rhizomes dans la terre qui, 1 centimètre, en gros, un petit bout de rhizome, s'il est coupé et remis sur un substrat, va pouvoir redonner en fait une nouvelle espèce, une nouvelle plante. Il en est de même pour ces tiges. Hein. Ces tiges, elles bouturent très très bien aussi. Des petits bouts de tiges. Et puis, donc les plantes invasives, ce sont aussi des plantes qui certaines ont la capacité à former des populations denses monospécifiques, donc des populations qui contiennent qu'une seule plante. Donc là, on peut prendre le cas de l'hydrocotyle phosphorononcule, où on voit là sur le bord de la berge à gauche qu'il n'y a quasiment que cette espèce. Hein, on voit très peu d'espèces indigènes. Et puis alors là, c'est très caractéristique, hein, la Jussie qui va former de grands herbiers comme ça, où il n'y a plus que ça. Ce sont des espèces qui peuvent avoir une grande surface foliaire, donc ça va leur permettre une meilleure efficacité dans leur photosynthèse. On parlait tout à l'heure de la berce du Caucase, hein, qui est très très grande. Donc attention, là, c'est pas bien. Hein. Il peut avoir de la sève sur lui.
il est en short et en t-shirt, donc il faut vraiment se protéger. Et puis, certaines vont avoir des graines qui vont être très longévives. C'est le cas de l'ambroisie où on parle d'une longévité d'au moins 20 ans pour les graines, mais même on a même des références où on pense que c'est beaucoup plus que ça. Ça peut aller jusqu'à 40 ans, voire plus. Donc, sachant que les graines d'ambroisie, elles sont toutes petites, donc elles sont en dormance en fait dans la terre, et puis sans s'en rendre compte, on va les disséminer partout avec la terre coincée dans les bottes ou dans les pneus des tracteurs, etc. Et c'est comme ça qu'on va contaminer plein d'espèces. Alors très rapidement, au niveau de la réglementation, donc il y a la réglementation au niveau des plantes invasives, elle est plutôt récente. Il y a quelques années, on n'avait pas grand-chose. Depuis quelques années, au niveau européen, on a eu en 2014 un règlement européen avec des règlements d'exécution derrière. Ce sont des listes de plantes en fait qui sont interdites pour la vente, l'achat, le transport, le colportage, la détention, etc. Cette réglementation, elle a été reprise au niveau national dans le Code de l'environnement, avec 2 arrêtés interministériels, un en 2018, un en 2020, qui reprend cette liste de plantes, et enfin certaines plantes de cette liste européenne, celles qui nous posent problème. En Centre-Val de Loire, on est concerné par 12 espèces végétales pour le moment. Donc, je vous les ai citées ici. Donc, le premier groupe d'espèces, c'est les espèces aquatiques. On retrouve beaucoup de plantes qui sont utilisées dans les aquariums. Voilà, l'éventail de Caroline, l'hydrocotyle, où on voyait les populations monospécifiques tout à l'heure sur la photo, le grand lagarophsiphon, ici, Myriophylle du Brésil et le Myriophylle hétérophile, qui n'est pas très présent pour l'instant en région, mais qu'on garde en observation. Et le dénutal, les 2 jussies invasives, et puis ensuite des plantes terrestres, la berce du Caucase, donc la grande plante blanche qui pose des problèmes au niveau de sa sève, la balsamine de l'Himalaya, l'herbe aux perruches, et on a un arbre, les landes glanduleux, qu'on a vu tout à l'heure également. On a aussi une réglementation au niveau du Code de la santé publique sur les ambroisies. En fait, depuis 2017, on a eu divers textes qui concernaient l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses. Tout ça pour arriver à une instruction interministérielle en 2018 avec l'obligation pour tous les départements qui sont susceptibles de comporter une de ces 3 espèces d'ambroisie, de signer un arrêté préfectoral et d'avoir un plan local d'action avec obligation de lutte pour tous contre l'espèce. Donc, on est obligé de la gérer, cette espèce. Pour l'instant, en Centre-Val de Loire, il y a 3 arrêtés qui ont été signés l'année dernière, donc en Loire-et-Cher, en Eure-et-Loire et dans le Cher. Celui de l'Indre, il est en cours de rédaction. Donc, ils ont pris un peu de retard avec la problématique Covid. Ils sont un peu occupés. Et puis, en Indre-et-Loire et en Loiret, il devrait arriver, je ne sais pas cette année, peut-être l'année prochaine. Donc, voilà, vous pouvez aller sur le site du conservatoire. Il y a une page qui concerne l'ambroisie et la mise en place de ces arrêtés en Centre-Val de Loire. Vous pouvez retrouver toute la réglementation, les guides techniques et puis les arrêtés par département et les plans locaux d'action. Alors, pourquoi se préoccuper Alors, attendez, je regarde juste. Ah oui, je suis à 1 heure. J'ai bientôt fini. Pourquoi se préoccuper des plantes invasives? Donc, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, hein, on le sait tous maintenant. Là, j'ai pris l'exemple du rapport Planète Vivante qui a été publié l'année dernière. Les activités humaines principales responsables du déclin de 68% des populations de vertébrés en moins d'un demi-siècle. C'est catastrophique. Dans un contexte de changement climatique également,
Les plantes invasives, en fait, elles vont supplanter les espèces, elles vont remplacer en fait les espèces indigènes et elles vont participer à la banalisation des milieux. Ça veut dire qu'ils vont devenir beaucoup moins diversifiés et beaucoup plus communs. Et ça pose des problèmes de résilience des écosystèmes. En plus de ça, leur gestion, elle nécessite d'être coordonnée. Si on gère un endroit, par exemple sur une rivière, mais qu'en amont, ce n'est pas géré, tous nos efforts sont réduits à néant. Donc, il y a besoin d'avoir tous les acteurs qui soient coordonnés pour pouvoir gérer. Donc, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis, on a besoin de moyens importants. Hein. Quand on voit les populations monospécifiques, les capacités de la renouer à se reproduire avec un bout de fragments de plantes, c'est très, très compliqué pour gérer les plantes invasives. On arrive très rarement à l'éradication. Souvent, l'objectif de gestion, ça va être de les contenir simplement et d'éviter de les diffuser le plus possible. Plus une espèce invasive est installée, plus cela coûte cher et en moyens humains, financiers, voilà. Et en plus, au niveau du moral, c'est désespérant. Alors, comment agir? Donc, c'est l'affaire de tous, la responsabilité de chacun. Chacun à son niveau, en fait, on peut agir, on a des moyens d'action, qu'ils soient petits ou gros. C'est la coordination de ces moyens d'action qui font qu'on aura un impact sur cette problématique. Donc, elle est un peu culpabilisante, cette diapo, mais en fait, il ne faut pas être culpabilisé. Il y a juste à essayer de voir, de faire au mieux à son niveau avec les moyens qu'on a aussi. Parce que parfois, on a peu de moyens pour pouvoir agir. Je pense aux techniciens de rivière ou voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour pouvoir agir. Donc, ne pas planter ces espèces, c'est la base d'évitement d'une invasion. Donc pour cela, mon collègue a réalisé, donc Florian Desmoulins a réalisé une liste régionale qui met régulièrement à jour. Vous pouvez la télécharger sur le site du Conservatoire d'espèces naturelles. Il y a aussi récemment, il y a l'Observatoire régional de la biodiversité qui a repris cette liste et qu'on a fait une liste illustrée. Donc c'est un document, un PDF en 2 pages que vous pouvez diffuser. Voilà, vous pouvez aller voir les plantes aussi sur leur site internet. Je vous invite à aller voir soit sur leur site, soit sur le site du conservatoire, il y a le lien. Donc cette liste, elle comporte, alors ça c'est la liste qui est sortie en fin d'année 2020, elle comporte 41 espèces qui sont dans 4 catégories différentes. Ça permet aux gestionnaires de pouvoir un petit peu prioriser l'action, savoir comment ils gèrent. Ça donne des indices en fait de gestion aux gestionnaires. Ne pas transférer dans le milieu naturel des espèces non locales. Donc là, on voit le cas d'une population monospécifique de myriophiles de Brésil. Typiquement, souvent les introductions de cette espèce, c'est via les baignages d'aquarium dans la mare communale ou dans des milieux naturels. Restaurer les écosystèmes, éviter de les perturber. Alors ça, c'est un peu plus pour les gestionnaires d'espèces naturelles. On sait que plus un espèce est perturbé, moins il est fonctionnel. En général, c'est propice aux invasions biologiques. Donc, effectuer les travaux avec parcimonie quand on le peut, et puis éviter de les perturber au maximum. Éviter de laisser des sols nus aussi, qui sont des territoires invasifs ensuite. Attention aux déchets verts et aux terres contaminées. Parfois, on gère les espèces chez nous et puis ce qui nous arrive souvent en milieu naturel, c'est qu'on voit que sur une berge, on a de la renouée du Japon, une grosse population. Et puis sur l'autre berge en face, une petite population qui recommence. En général, ça va être les employés communaux, par exemple, qui vont avoir géré l'espèce et qui vont avoir mis ça en tas de l'autre côté sur l'autre berge. Parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, ça a une reproduction végétative efficace. Et là, on a une population qui part et ça envahit à nouveau toute la berge et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il faut vraiment faire attention à ces déchets verts, ne pas les mettre n'importe où. Et puis, aux terres contaminées, je parlais de l'ambroisie tout à l'heure, qui peut contaminer les terres. Et puis, voilà, les graines être présentes dans la terre et on peut les disperser dans d'autres endroits. Gérer ces espèces après s'être renseigné. Donc là, je vous renvoie. Alors, il y a pas mal de guides qui existent.
Il y en a un ici qui est en photo voilà, sur la diapo. Il y a beaucoup de guides, de documents, etc. Je vous renvoie vers les sites internet, les centres de ressources que je vous donnais tout à l'heure. Bon, sachant qu'il n'y a jamais de solution miracle pour les espèces invasives, il y a souvent besoin de combiner plusieurs techniques de gestion différentes. Et souvent, on s'en tient à contenir, on n'arrive pas à éradiquer selon les espèces. Voilà. Et puis, communiquer, sensibiliser, ça, c'est par rapport aux besoins de coordination pour pouvoir gérer ces espèces. Et donc là, j'ai remis la prévention, donc ne pas introduire, communiquer en amont, etc. Ça coûte moins cher que la gestion. Voilà. Puis en cas de nouvelle introduction sur un territoire d'une espèce qu'on identifie comme invasive, il faut absolument directement la gérer, puisqu'après, on ne s'en sort plus globalement. On s'en sort. Merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, c'est l'heure des questions, des remarques. Si vous en avez, n'hésitez pas.